Même si elle ne s'affiche pas, je vais quand même vous la poser. Qui a déjà subi dans son entreprise des pannes de courant, pannes d'EDF? Ok, super. Vous avez en tête le nombre de pannes de courant? Ça vous a empêché à peu près combien de jours d'activité sur une année? L'année dernière, enfin cette année par exemple. Moi dans l'événementiel, ça a été occasionnel, c'est-à-dire on nous avait demandé de contacter les artisans dans la restauration tous ensemble, de façon à pouvoir optimiser le système des boîtiers d'ampérage. Et on s'est trouvé dans une difficulté à un moment donné, c'est qu'il y a un artisan qui avait emmené un appareil avec un peu plus de voltage que prévu, et ça avait beaucoup joué sur la scène, c'est-à-dire ça faisait énormément de coupures. Donc il y avait une partie des restaurateurs qui étaient Okay. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ok, est-ce que vous avez à peu près une idée de ce que ça vous a coûté financièrement? Est-ce que c'était important? Non, c'était absorbable. C'est-à-dire que ça ralentit l'activité. Ça ralentit l'activité. Ouais, c'est ça. Il faut s'adapter. C'est ça. Donc c'est difficile à chiffrer. Hein. C'est difficile à chiffrer. Ma question est volontairement, c'était pour montrer ça. C'est difficile à chiffrer. Ok. Ah, j'arrive pas à voir mon PDF. Non, okay. Alors, la deuxième question. Combien de temps est-ce que vous pouvez fonctionner dans votre entreprise sans eau? Combien de temps? Combien de temps? Une journée? Quelques heures? 2 jours? Une semaine? Je pense que ça dépend de l'entreprise. Oui, la tienne. La mienne, je pense que 2 jours. 2 jours? Ouais, 2 jours. Ok. Au-delà de ça, tu es obligé de fermer. Pas fermé, mais il faut que je m'adapte parce qu'il y a quand même le personnel, ouais, il y a l'hygiène, il y a tout ça. Donc il faut trouver des solutions alternatives qui ne sont pas forcément évidentes. Tout à fait. Ok. Sans eau, tu maintiens un événement? Zéro. En fait, il faut déjà, avant que l'événement commence, il faut déterminer un point d'eau. Ouais. C'est un élément très important. Ouais. Et c'est une coupure d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ça va. Alors, il y a une partie, en tout cas, au niveau de la restauration, ce serait fermé. D'accord. Ok, donc ça va fonctionner en mode dégradé. Ok. Voilà. Et vous? Moi, j'ai de la chance, j'ai un privilège, je suis en bout de réseau. Ouais. Quand on coupe l'eau, c'est moi qui ai tout l'eau. D'accord, ça c'est cool. Donc tu as toujours de l'eau? J'ai toujours de l'eau. Ah, c'est cool ça. Et monsieur à côté? Pareil. Pareil. Pareil, ok. Fonctionnement dégradé. Fonctionnement dégradé. Combien de temps? 2-3 jours. Ok. Si ça dure plus de 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est nous, si on a plus de 2-3 jours, on n'a plus d'eau. Ouais, c'est ça, t'as plus d'eau. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe financièrement pour l'entreprise? Alors, personnellement, si j'ai pas d'eau dans l'entreprise, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est juste vraiment au niveau de l'hygiène et du personnel. Ok. Mais ça ne m'empêche pas de fonctionner. Ça t'empêche pas de fonctionner. Combien de temps il faut accepter de venir travailler sans eau? Là est la question. Là est la question. Si tu l'imagines, combien de temps ils vont accepter de travailler sans eau, d'après toi? Parce que c'est une question que tu t'es déjà posée, par C'est une exemple. question que je me suis déjà posée parce Ouais. qu'on a déjà eu le cas Ok. où on a eu une coupe d'eau, bien un tuyau qui a cassé, l'intervention a pris du temps. Au bout de 3 jours, ça devenait Problématique. problématique. Donc, 3 jours, au bout de 3 jours, c'est problématique, donc il y a un risque de perte financière. D'accord. Pourquoi je vous demande ça? Parce que D'après vous? Vous avez une idée? Oui, c'est pour vérifier. Combien de temps ça C'est notre carburant, ça, je veux dire. Ouais, est-ce qu'on peut faire tourner en vrai une économie sans eau? Non. Non, on ne peut rien faire tourner sans eau. D'accord. Ok, la perturbation du cycle de l'eau est au cœur. On parle de changement climatique. Ok, est-ce que vous avez déjà intégré dans le fonctionnement, alors je vais vous poser 2 questions. Dans le fonctionnement de vos entreprises, est-ce que vous vous êtes dit que l'année prochaine sera peut-être pire que
l'année qui en cours. C'est-à-dire dans les prévisions, est-ce que vous avez estimé une baisse du chiffre d'affaires, une augmentation des coûts, donc au final une baisse du compte de résultat? Tout à fait. Oui? Bien sûr. Oui, tout à fait. Ok. De combien? Cette année, c'était entre 10 et 15%. De baisse. D'accord. Et c'est quelque chose que tu avais anticipé? Anticipé, oui et non. D'accord, ok. Et c'est quelque chose que tu anticipes pour les années futures ou tu anticipes que ça remonte? J'espère que ça remonte. J'espère l'évolution. Il y a l'espérance. Mais tout est en fonction de l'évolution au niveau du marché, en fait. Ok, très bien. Et j'ai une dernière question pour vous. Qui vit de son entreprise? C'est-à-dire, vous perdez l'entreprise, vous perdez votre moyen de vie financier. Personne ici? Vous avez tous un deuxième métier. Hein? Moi, je dis, si mon entreprise ferme, je dois aller chercher autre chose à faire. Quoi. D'accord. Donc, pour l'instant, tu dépends financièrement de ton entreprise. D'accord. Moi, je dépends financièrement de mon entreprise. Ok. Et ok. Donc là, c'est... Ok, très bien. Eh bien, on va démarrer. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que la perturbation du cycle de l'eau est au cœur. Annabelle en a beaucoup parlé du changement climatique. Donc, je vais dire peu de choses. Mais juste, je vais dire que le quotidien est en train de se dégrader. Et ce quotidien-là, on ne l'anticipe pas assez. On anticipe, on essaye de parler un petit peu des cyclones, de se dire peut-être qu'il y en a un qui va arriver, mais quand même, on a peu de chances que ça arrive, et peut-être qu'on va y échapper encore une fois, etc. Mais ce quotidien qui est en train de se dégrader, on ne l'a pas en tête. Alors qu'il faut avoir non seulement que Mélissa, comme tu l'as dit, elle est passée sur nous en onde tropicale, elle aurait très bien pu passer sur nous en cyclone majeur, mais aussi que eh bien, les aléas tels que la pluie et le soleil sont problématiques pour nos entreprises. Alors, je vais redire, on va repartir à la perturbation du cycle de l'eau. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les océans sont plus chauds, l'atmosphère est plus chaude. Là, vous êtes d'accord avec ça? Ok. Donc, mécaniquement, phénomène physique, c'est ce que j'aime bien avec le climat, c'est que c'est souvent de la physique. Oui, dis-moi. Je ne comprends pas trop. Si nous avons la planète se réchauffe, il y a de la glace qui arrive dans la mer, Ouais. la mer devait se refroidir. Ah ouais, parce que... Ah oui, je retourne. Oh. Alors, la glace n'arrive pas dans la mer, hein. C'est de l'eau. De l'eau qui fond, qui arrive dans la mer, et l'eau qui fond arrive à une température qui est plus haute que... alors là, il faudrait vraiment repartir beaucoup plus bas que ce que je pensais. Qu'est-ce que vous connaissez du changement climatique d'ailleurs? C'était peut-être la première question. Pourquoi il y a un changement climatique? Pourquoi on parle de changement climatique actuellement? Nos flatulences polluent la planète. Il y a des voitures. Oui, pas uniquement les voitures. Tout à l'heure, on avait parlé d'énergie fossile. Est-ce que ça vous parle, là, le lien entre les énergies fossiles et le changement climatique? Mais ça peut ne pas vous parler parce que c'est pas du tout évident. Quand je dis flatulence, c'est tout ce que nous faisons. Hein. C'est tout l'ensemble de notre comportement qui pollue. Hein. Alors, l'ensemble effectivement de nos activités humaines Voilà. utilise les énergies fossiles. Ces énergies fossiles, c'est le pétrole, le gaz et le charbon. Okay, et quand on les brûle, elles relâchent du carbone. Ce carbone vient se coller à l'O2 et il forme un puissant gaz à effet de serre qui est le dioxyde de carbone, le CO2. Et quand il y en a de plus en plus, eh bien ça augmente l'effet de serre, qui d'abord est quelque chose de parfaitement naturel, hein, qui a permis l'émergence de la vie, mais ça augmente l'effet de serre additionnel, donc celui qui est en plus. Et cet effet de serre, il retient la chaleur. D'accord ? Derrière, donc, il y a plusieurs phénomènes qui se passent, et je repars sur le cycle de l'eau. Alors, nos océans sont plus chauds. Ils ont mis longtemps à monter en température, hein, mais ils montent en température de manière très régulière et très forte depuis notamment l'année 2023. L'atmosphère est plus chaude, donc il y a plus d'évaporation au niveau des océans. Du coup, il y a plus de gouttelettes qui partent. Donc, quand il y a des nuages, ils sont plus chargés en eau.
ben, s'ils sont plus chargés en eau, quand ils vont tomber, quand l'eau va pleuvoir, elle va avoir tout simplement tendance à pleuvoir beaucoup plus fort, souvent de manière plus localisée. Et comme l'eau est en cycle, eh bien parallèlement, il y aura des périodes de sécheresse plus intenses. Et nos territoires connaissent les deux phénomènes, à la fois des pluies très fortes et à la fois des sécheresses très intenses. Et on est entré dans une période de dérive climatique, c'est-à-dire que ces périodes sont de moins en moins prévisibles. Là où toi, tu avais peut-être un calendrier d'événementiel qui était calé par rapport à une des saisons, là où c'est monsieur qui a un calendrier certainement de l'arboristerie, c'est ça, de plantes qui est calé par rapport aux saisons parce que les plantes elles doivent avoir tel cycle à tel moment, tel cycle à tel moment, eh bien tout ça est complètement bouleversé et à tous les niveaux. Ce qui fait que la conséquence de ce bouleversement à tous les niveaux, eh bien c'est que ça bouge toute notre économie et que ça bouleverse notre économie et les dégâts, que ce soit à toute petite échelle ou à grande échelle d'un territoire, sont considérables. Les dégâts économiques. Et en fait, il y a deux stress, du coup, par rapport au changement climatique. Il y a les chocs ponctuels. Je pense que je ne vais pas y revenir dessus. Hein. Ça peut être le cyclone, par exemple, Mélissa. Mais il y a aussi le stress chronique. Celui qu'on ne considère pas assez parce qu'il est au quotidien et que parfois même on s'en aperçoit pas vraiment, en fait. Hein. Surtout si on ne travaille pas dehors. Si vous ne travaillez pas dehors, vous n'apercevez pas peut-être qu'il fait de plus en plus chaud et que cette chaleur est de moins en moins supportable par les travailleurs. Que la pluie, si vous faites pas, si vous faites par exemple le travail dans le BTP, c'est sûr que vous allez voir tout de suite que vous ne pouvez pas monter un mur de béton de la même manière quand il y a des trompes de pluie ou quand il y a une chaleur énorme et encore moins quand il y a de la chaleur humide. Donc c'est ce qu'on appelle le stress chronique et qui en fait est vraiment à considérer et je vous engage à le prendre en compte dans absolument toutes les prévisions que vous allez faire dans votre entreprise, que ce soit pour les quelques mois qui viennent ou les années futures. Eh bien en fait, on est complètement interconnectés et ces risques du quotidien, non seulement ils arrivent chez nous, mais ils arrivent de l'autre côté de la planète aussi, hein. Et comme on est complètement interconnectés, eh bien on les ressent. À la fois trop chaud, à la fois trop sec et à la fois trop d'eau. Alors, ces risques sont amplifiés parce que, en fait, le changement climatique, c'est pas du tout quelque chose de linéaire. D'accord? Et tout à l'heure, vous avez suivi sur les risques de la Martinique où Annabelle a parlé des coraux, par exemple. Ok, la barrière de corail, c'est un puissant régulateur du climat de notre Terre. Eh bien, quand elle dysfonctionne, quand elle arrête de fonctionner, c'est un pan de la machine climatique qu'il manque. Et donc, c'est pas un tout petit effet derrière, c'est un effet exponentiel derrière. D'accord? Et cet effet exponentiel derrière a des impacts pour nous. Pour la Martinique, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Tu en as parlé, hein, tous les risques, donc je ne vais pas y revenir dessus. Ce qu'il faut se demander, c'est à quel point ces risques sont amplifiés au quotidien par rapport à l'augmentation de température. Alors, on n'a pas énormément parlé de la chaleur humide, mais un petit peu, monsieur Allard, c'est vraiment quelque chose dont qu'on souligne de manière très très forte, parce que c'est quelque chose pour nous qui a un angle mort, pas seulement pour nous d'ailleurs, hein. Tu l'as dit à un moment donné, Annabelle, la santé c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, alors qu'elle devrait venir au cœur, elle devrait venir en premier. La santé c'est vraiment un angle oublié, quoi, une oubliée du changement climatique, alors que les conditions des personnes humaines sont en train de se dégrader sur certaines tâches. D'accord? Et plus ces tâches vont se passer sur température forte, avec peut-être des EPI, des équipements de protection, et plus ce sera problématique. Mais ça peut être aussi à l'intérieur, dans des endroits chauffés. Si vous avez dans des endroits qui retiennent la chaleur, si vous avez un entrepôt non climatisé, ou si par exemple, je vous dis, il n'y a plus d'électricité, je coupe la clim. Qu'est-ce qui reste dans la salle? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'enchaînement des phénomènes.
C'est ce qu'on appelle la théorie du boxeur. Donc tu es revenu dessus tout à l'heure, la crise sécheresse pour la première fois en 2024. Eh bien, fin 2024, on était sous l'eau. En avril 2025, la Martinique était placée en vigilance sécheresse. 24 avril 2025, on était sous l'eau. Août 2025, 2 vagues de chaleur consécutives en Martinique. Novembre 2025, on est sous l'eau. Cette accélération des phénomènes très chauds, très secs, beaucoup de pluie, fragilise non seulement nos écosystèmes, mais aussi toutes nos infrastructures. Je ne parle même pas là des vagues de submersion et de tout le reste qui viennent encore amplifier les problématiques. Derrière, ça a tout un impact sur l'économie. Donc, cet impact sur l'économie, ça peut être symbolisé par exemple par les acheminements maritimes sur le canal de Panama. Donc, quand il n'y a plus d'eau, ça ne fonctionne plus. Donc, nous, on le ressent direct. L'école. L'école, quand on regarde chez nous, l'école, je pense que c'est les premiers à réagir. C'est fermeture d'école. Okay, si, je ne sais pas qui c'est qu'il y a des enfants scolarisés ici, mais si on vous appelle en vous disant il n'y a plus d'école, vous êtes obligé de libérer le salarié, ou enfin il est obligé de se passer quelque chose. D'accord? Et concrètement, comme tu l'as dit, la petite perte d'activité en continu, elle devient plus forte. Alors tout à l'heure, tu as parlé de la pénurie d'eau qui menace l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan, donc les fameuses puces électroniques, tu l'as ressenti en 2021. Eh bien là, vous allez ressentir encore le choc. Et c'est plusieurs raisons. C'est à la fois l'obsolescence programmée avec l'IA, mais à la fois, eh bien hier et avant-hier, en 24 heures, il y a eu des inondations énormes. Mais énorme, on en a très peu parlé parce qu'en France on ne parle pas trop de ce qui arrive là-bas. 3,6 millions de personnes touchées, ok. Et en fait, on est dans un endroit qui concentre, c'est la Thaïlande. On est dans un endroit qui concentre vraiment la fabrication de puces, mais aussi l'assemblage des puces. Parce que la fabrication de puces c'est plutôt Taïwan, mais en Thaïlande c'est plutôt l'assemblage des puces. 80% des puces sont assemblées là-bas. Ok? C'est sous l'eau. Donc je peux déjà te dire que non seulement ça avait augmenté il y a quelques mois, d'énormément, 136% je crois, mais des chiffres extraordinaires, mais là, ça va être encore une énorme augmentation liée au cycle de l'eau. Prévoir cela en entreprise, comme on l'a dit, c'est pas seulement prévoir l'iceberg au-dessus, voir ce qu'il y a au-dessus, c'est voir tout ce que derrière ça comporte comme cycle de fonctionnement des entreprises. Tout ce qui est dégradé, en fait, tout ce qui est en fonctionnement dégradé. On fait avec et on s'adapte, c'est ce que vous avez dit. D'ailleurs, j'ai un bel exemple, par exemple, un jour j'avais une formation avec un grand fabricant de pneus et il me racontait que donc pas ici, c'était en distanciel, c'était en France, et il me racontait que sous des fortes chaleurs, eh bien à un moment donné, lorsqu'il transportait ses pneus d'un site à l'autre, ses pneus fondaient. Problématique des pneus qui fondent. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous? Exactement. Ils ont utilisé des camions frigorifiques pour transporter des pneus. Mais vous imaginez, financièrement, la solution, c'est énorme. L'empreinte, sans compter l'empreinte carbone, était déjà financièrement pour eux. Derrière, ils ne vont pas se dire qu'ils vont supporter ça tout seuls. Qui c'est qui va avoir le prix des pneus augmenter? C'est nous. Ok? Et pendant combien de temps ils vont pouvoir faire ça? S'ils ne l'ont pas anticipé, pendant combien de temps ils vont pouvoir faire ça? Qu'est-ce que ça va leur coûter de modifier les process pour qu'ils n'aient plus à faire cela? Ces mêmes personnes, par exemple, dans une usine, elles me racontaient donc qu'au niveau des fours, c'était tellement intenable, en fait, avec la chaleur, ça devenait tellement intenable qu'il y a des machines qui ne fonctionnaient plus. Donc ils ont dû se rééquiper pour acheter des machines qui fonctionnent de manière, quand il fait très très chaud, et avec donc un intérieur aussi très chaud. Mais pour combien de temps?
La solution, elle va tenir combien de temps? En fait, quand on prévoit ça, quand on achète un équipement en tant qu'entreprise, c'est pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais là, en fait, si dans 5 ans, ça double encore, si dans 5 ans, ça augmente encore et ça atteint une température que la machine ne peut plus supporter, elles vont être à nouveau en capacité d'investir? C'est là où on parle de la théorie du boxeur, c'est-à-dire celui qui peut réagir une fois, par bonheur, il est assuré, il réagit une deuxième fois. Et puis peut-être que si ça arrive trop de fois, eh bien il y en a qui se désengagent. Et comme on l'a dit, eh bien ce sont des catastrophes qui coûtent de plus en plus cher et malheureusement de plus en plus en vie humaine. Alors je vais... est-ce que je peux avoir encore 5 minutes? C'est bon? Ouais. Ok. Là, j'ai le temps. Ok, d'accord, super. Alors je vais... vous montrer proprement les différents scénarios de température pour que vous sachiez de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Ok? Ici, vous avez l'augmentation de température qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire que sur la planète, en moyenne, de 1850 à 2020, on a augmenté la température de 1,2 degrés. Ok? Mais en fait, quand on zoome sur ça, on voit que de 1850 à 2000, donc en 150 ans, on a augmenté à peu près de 0,6 degrés. Ensuite, de 2000 à 2020, donc en 20 ans, on a à nouveau augmenté de 0,6 degrés. Là, on a terminé l'année 2024 à 1,56 degrés. Ce qui fait une augmentation entre 2020 et 2024 de 0,4 degrés. Ce n'est pas encore une observation climat parce qu'il faut beaucoup de recul. Pour une observation climat, il faut au moins 30 ans. Mais même les climatologues et les scientifiques sont en train de se demander est-ce qu'ils ne vont pas changer de pas de temps de période? Parce que les choses s'accélèrent tellement vite qu'il faut bien qu'ils puissent qualifier ce qui est en train de se passer. D'accord? Ici, eh bien, vous avez les scénarios pour le futur. Donc ici, vous avez l'année 2020, c'est des rapports, des chiffres du GIEC, du rapport du GIEC, donc qui est sorti en 2020, pardon, qui est ici, en 2020. Et vous avez plusieurs scénarios. Ici, ce sont les accords de Paris. Vous en avez déjà entendu parler des accords de Paris? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les accords de Paris? Ils disent, nous, États, nous devons nous entendre pour contenir la température bien en dessous de 2 degrés, tout en visant en dessous de 1,5 degrés. Ça, soit ces deux-là. OK? Est-ce que vous voyez cette courbe-là, la courbe orange, là? La courbe orange, eh bien, c'est les accords de Paris. Suite aux accords de Paris, les États, ils ont pris un certain nombre d'engagements. Lorsqu'on compile ces engagements, on devrait logiquement arriver à ça. Ben non, on arrive à ça. À cette courbe-là, la courbe orange. OK? C'est, tout à l'heure, Annabelle vous a montré cette courbe-là pour vous dire, l'État a choisi cette trajectoire comme trajectoire d'adaptation au changement climatique. D'accord? Et en réalité, pardon, quand on regarde, je ne sais pas si vous vous souvenez, la slide d'Annabelle qui est au tout début, avec le carbone qui ne cesse d'augmenter au-dessus de nos têtes et de s'accumuler au-dessus de nos têtes, le CO2, quand on regarde l'accumulation des gaz à effet de serre au-dessus de nos têtes, en réalité, on est plutôt sur la partie haute de ces scénarios. Ce qui a fait sortir certains scientifiques de leur réserve en disant attention, si ça se trouve, le scénario orange là qui nous dit on atteindrait 3 degrés en 2100, eh bien peut-être que ces 3 degrés, on les toucherait en 2050. Ça change en 2050. C'est dans 25 ans. Quand on dit ça, derrière, c'est parce que là on parle de température moyenne. Annabelle vous a dit tout à l'heure, en Martinique, 37 degrés, 4 degrés de différence avec la moyenne. Là, quand la moyenne avance, c'est les extrêmes qui sont beaucoup plus forts. Et c'est les extrêmes qui sont à mettre en danger, qui sont c'est non seulement la moyenne, mais aussi les extrêmes. Il faut se dire, comment est-ce qu'on va faire pour continuer à vivre si on a plusieurs jours de température très forte, oui? Moi, j'ai une idée simple. Ouais.
faut d'abord supprimer toutes les guerres. Parce que je pense que les guerres polluent de manière excessive. Donc si nous sommes civilisés, devenons des sauvages, les sauvages ne se battent pas. C'est vrai, je suis entièrement avec toi, d'accord. Alors ça va faire ma slide suivante, qui est en fait, on est dans un contexte où on n'est pas en train de supprimer les guerres. Exact. Ok. Donc, il y a un autre aspect, Martine, c'est qu'aujourd'hui, et c'est la financiarisation de l'économie qui le fait, l'extractivisme, c'est toujours bankable. Il y a toujours beaucoup d'argent à investir sur le pétrole, sur l'extraction, la monoculture intensive. S'il y avait une logique de type pollueur-payeur, c'est-à-dire vous gagnez beaucoup d'argent, mais on vous en prend 75%, on ne mettrait pas l'argent là. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est bien, vous savez ce que j'aime bien avec le climat? C'est la contrainte physique. C'est que finalement, au bout d'un moment, quel que soit l'argent que tu as mis, la contrainte physique, elle te rattrape. Et là, elle est pour tous. Et elle est équivalente pour tous. Alors certes, tu ne l'as subie pas de la même manière, mais tu l'as subie. Et si tu penses que parce que tu as de l'argent, tu peux abaisser la contrainte physique, ben, ceux qui le pensent se trompent. Ben, tu sais, pour avoir vécu dans les Émirats Arabes Unis professionnellement, les gens qui vivent dans des tours climatisées et qui sortent, ils prennent leur parking, rentrent dans leur voiture climatisée, ils ne voient pas tout ça. Oui, les gens sans que là il y a la pièce pour contrôler la climatisation. Oui, mais... Je te parle même pas tant qu'il y a de l'électricité, ils auront toujours de l'électricité, ils ont du pétrole. Voilà. Tant qu'il y a la pièce pour contrôler la climatisation, je t'ai dit, la plupart des pièces pour contrôler la climatisation, elles ont besoin des puces électroniques qui sont déjà affaissées. En fait, tu as tellement de pièces comme celle-là qui demandent de l'eau ou qui demandent en fait un climat stable. Donc soit ça ne fonctionne pas quand il fait trop sec et ça ne fonctionne pas quand il y a trop d'eau. Qu'en fait, tous les pans de notre économie à un moment donné peuvent être bougés par ça. Quand on parle du plan d'adaptation, dont la France nous dit on doit s'adapter à 3 degrés, moi je vous invite à vous poser la question, donc c'est ce qu'Annabelle a dit, est-ce que votre entreprise, quel est le seuil de résistance de votre entreprise? Et puis qu'est-ce qui va résister chez nous à cette augmentation de température? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester au niveau des plantes? Qu'est-ce qui va rester au niveau de l'eau? Qu'est-ce qui va rester au niveau des infrastructures? Qu'est-ce qui va rester au niveau de l'électricité? Qu'est-ce qui va arriver au niveau des routes? Et qu'est-ce qui va rester au niveau de nous-mêmes? Et de notre fonctionnement, de notre entreprise, de notre chez nous, etc. On a tous un seuil de résilience climatique. Tout à l'heure, tu parlais d'extractivisme. Eh bien, ici, par exemple, c'est un bel exemple. J'aime bien cet exemple-là. Ici, c'est le Chili. Vous savez pourquoi je parle du Chili? Lithium et cuivre. Ok? Ben, déjà, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont plus d'eau. D'accord? Déjà, ils ont un problème d'eau. C'est-à-dire à qui va l'eau? Est-ce qu'elle va aux mines ou bien est-ce qu'elle va à la population? Si elle va aux mines, elle va à toutes les machines qui nous permettent de continuer l'activité telle qu'on est en train de la mener. Et bien sûr, on est dans un contexte de polycrise, comme tu l'as dit, les guerres. Donc ce sont des choses qui viennent des concepts de polycrise, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les crises sont interconnectées et s'amplifient les unes avec les autres. Et on ne peut pas se dire on est à l'extérieur de ce contexte. Pas du tout, on est en plein dedans et il vient juste amplifier tout ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas considérer que les guerres qui éclatent partout là en ce moment, mais c'est pas grave. Et effectivement, eh bien, on voit que c'est difficile, c'est complexe d'être prêt et qu'à la fois nos écosystèmes, notre santé, notre alimentation, nos infrastructures, notre économie, l'assurance et la finance. Moi, j'aime bien aller regarder les rendus, les conférences, notamment des assureurs. Comment j'ai dit tout à l'heure? Ceux qui calculent les assurances, des actuaires, les conférences des actuaires. Allez voir les conférences des actuaires, allez voir ce qu'ils surveillent. Vous aurez un vrai pouls de ce que les finances prennent en compte pour l'économie.
Donc en fait, nous, ce qu'on vous engage, c'est vraiment à rentrer dans une sensibilisation, ça c'est énorme et c'est hyper important, c'est-à-dire que là, on a survolé certains sujets, mais dans lesquels il faut vraiment entrer plus profondément. De faire, peut-être de regarder votre bilan carbone, de faire un plan d'atténuation, enfin d'entrer dans toutes sortes de démarches, mais surtout, ce qui est le plus important pour nous, et que Annabelle a présenté, c'est le plan d'adaptation. C'est-à-dire que nous sommes des personnes humaines dans la salle, en fait. D'accord? Et l'entreprise, c'est une somme de personnes humaines. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait attention à nous-mêmes? Comment est-ce qu'on arrive à continuer à vivre et à continuer à faire en sorte que, atténuer la vulnérabilité et affaisser les choses? On vous propose une vision systémique, plus proche du vivant et robuste. Une vision qui prenne en compte l'adaptabilité, la résilience, la robustesse et l'entraide. Je trouve que c'est une vision qui résume pas mal de valeurs du Nord, mais pas mal de valeurs aussi de nous-mêmes, de notre histoire. Et la plus importante chose pour moi dans cette salle est ici. C'est partir d'un point A et arriver à un point B dégradé mais acceptable. C'est-à-dire qu'un plan, on a parlé beaucoup de plans, mais il faut savoir que pour arriver à engager, à se dire que son activité va continuer à vivre, il faut se dire qu'elle va continuer à vivre dans un mode dégradé. Et comment on fait pour fonctionner dans un mode qu'on considère comme dégradé aujourd'hui, mais qui demain, dans 5 ans, serait tout à fait normal. Je vous prends l'exemple de Porto Rico qui a subi le cyclone Maria avec 192 jours de blackout électrique. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a un pic de sécheresse ou quoi, l'électricité tombe. C'est ça un mode dégradé. C'est un mode où les services habituels ne sont plus. Les services, les flux qui alimentaient notre entreprise ne sont plus les mêmes. Donc en fait, se dire que on y arrive malgré ça. Et quelle est la situation qu'on accepte? Et à ce moment-là, on intègre instabilité, déséquilibre, on intègre même débrouillard. Débrouillard rentre dans le plan. Et ça, on sait faire. Parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la souplesse justement pour y arriver. Pour expérimenter, se tromper, partager et inspirer. Et donc, je vais finir sur cette image. Les scientifiques disent qu'à tout cela, c'est à la fois un changement transformateur en profondeur de notre société. Une réorganisation fondamentale à l'échelle du système, des facteurs technologiques, économiques et sociaux, y compris des paradigmes, des objectifs et des valeurs. Et une vision systémique, c'est-à-dire complètement interconnectée, qui est proposée ici avec le Nexus, où l'on propose de voir 5 points ensemble. Le changement climatique, la santé, l'alimentation, la biodiversité et l'eau. Quand on dit qu'ils sont complètement interconnectés, ça veut dire que si on prend une décision sur un, mais que on ne se préoccupe pas d'un autre, par exemple, on a pris une décision d'urgence sécheresse, de pomper dans les rivières au-delà des débits d'étiage. Ça veut dire qu'on ne laisse plus assez pour le vivant. Et bien quand on ne laisse plus assez pour le vivant, on détériore la biodiversité. Ok ? Et derrière, ce qu'on nous dit, c'est que dès qu'on détériore un, on vient détériorer tout le reste. Et en effet, si vous devenez détériorer la biodiversité d'une rivière, vous venez détériorer toute sa résilience pour le prochain événement climatique où il y aura trop d'eau. Donc pour quelques jours où vous avez pu récupérer un peu plus d'eau parce que vous avez voulu fonctionner comme habituellement, eh bien vous affaissez votre résilience future. Donc plutôt que de faire ça, prenons des décisions ensemble qui soient à la fois des transformations en profondeur. Donc c'est pas éteindre la lumière ni trier ses déchets. C'est vraiment en profondeur. Aider et penser en système, penser interconnecté, de manière robuste et plus proche du vivant, en regardant le changement climatique, la santé, l'alimentation, la biodiversité et l'eau. C'est pour ça qu'on sensibilise. Je pense que si on est plus à le faire, eh bien on sera plus en résilience et on sera plus, on va diminuer notre vulnérabilité, pas sauver la planète, diminuer notre vulnérabilité. Voilà. Merci beaucoup. Merci.